La princesse Khéra de l'Empire Zaryan se tient dans la magnifique salle du palais impérial, son visage impassible alors qu'un autre prétendant s'avance. Son exosquelette poli scintille sous les lustres bioluminescents. Il s'incline profondément et commence son discours répété, détaillant sa généalogie. Ses conquêtes et sa richesse captivent l'audience, mais Kalra reste indifférente, elle a déjà rencontré de telles démonstrations auparavant. Les guerriers, les scientifiques et les diplomates cherchent tous sa main, mais aucun n'a suscité ne serait-ce qu'un minimum d'intérêt dans son cœur. Son père, l'empereur Vorin, observe depuis son trône élevé, ses yeux dorés se plissant alors qu'il scrute sa fille avec une impatience croissante. 12 prétendants se sont présentés devant elle aujourd'hui seulement, tous renvoyés sans la moindre considération. Son empire englobe d'innombrables systèmes. Son influence s'étend aux confins les plus reculés de l'espace connu, pourtant sa seule fille refuse de choisir un partenaire. Khéra expire lentement alors que le sutor continue son monologue, inconscient de son désintérêt. Il raconte ses victoires au combat, les planètes qu'il a conquises, et les héritages qu'il a établis, des réalisations qui impressionneraient n'importe quel autre noble Zaryan, mais pas elle. Elle ne désire pas un partenaire qui quantifie la valeur par le sang versé et les trophées, elle cherche autre chose, une qualité insaisissable qu'elle n'a pas encore identifiée. Enfin, elle lève une main, faisant taire le sutor, qui se fige, ses mandibules cliquetant de surprise. Sa voix résonne clairement à travers la vaste chambre, vous parlez de guerre et de conquête, mais dites-moi, pourquoi vous battez-vous? Les nobles se taisent et échangent des regards perplexes, tandis que le sutor se redresse et répond comme si la solution était évidente. Je m'efforce de conquérir le pouvoir, l'honneur, l'extension de l'empire et l'établissement de mon héritage. Serra hoche une fois la tête, signalant la fin de l'audience. Un murmure parcourt la foule alors que le sutor se raidit, sa fierté blessée, mais il s'abstient sagement de contester la princesse. Il s'incline à nouveau et se retire dans la foule de nobles observant depuis la périphérie. L'empereur expire brusquement, sa patience s'amenuisant, il se lève de son trône, sa voix un grondement profond résonnant dans toute la salle. C'est le 12e prétendant que tu as rejeté rien que dans ce cycle. Nos alliés se multiplient. Sans relâche, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et vous les rejetez. Que attendez-vous précisément? Kalra soutient son regard sans peur, bien qu'elle ait perdu un parent, elle refuse de céder à la pression pour une union qu'elle ne désire pas. Je cherche un époux qui incarne plus qu'un titre, transcende le simple statut de guerrier, et dépasse le rôle d'un simple collectionneur de victoires. Un individu qui perçoit au-delà de l'autorité et de la convention, le crâne de l'empereur signifie que son idéalisme naïf est éclipsé par la force qui gouverne la galaxie. Vous ne rencontrerez personne qui incarne cette fantaisie à laquelle vous tenez tant. La mâchoire de Khéra se serre, et elle rétorque qu'elle ne trouvera peut-être personne. Les nobles murmurent entre eux, scandalisés par sa défiance. Cependant, avant que l'empereur ne puisse répondre, une voix résonne dans toute la salle, proclamant que toute la galaxie devrait tenter chaque espèce, chaque monde afin que le plus grand d'entre eux puisse émerger et démontrer son mérite. La foule réagit avec étonnement. Le chancelier Oryx, le conseiller le plus digne de confiance de l'empereur, avance, ses robes cramoisies flottant derrière lui. Si aucun Zaryan, aucun noble allié, ni conquérant n'a satisfait les attentes de la princesse, étendons les épreuves à tous et voyons si quelqu'un peut prétendre à sa main. L'expression de l'empereur s'assombrit, mais il réfléchit aux paroles du chancelier avec attention. Serre elle-même lève un sourcil. Un décret est diffusé à travers le cosmos, lançant un défi à toute la galaxie. Ceux qui se considèrent dignes sont invités au palais impérial pour concourir pour la main de la princesse. Ainsi, la quête commence, s'étendant à travers les systèmes solaires et attirant l'attention des espèces qui n'ont jamais osé s'aventurer dans la cour zariane. Parmi eux, sur une colonie humaine éloignée, un capitaine terrien solitaire parcourt la proclamation, et un sourire lent et résolu apparaît sur son visage, loin des palais opulents de l'Empire Zaryan, dans un avant-poste terrien rude.
Le capitaine et la Monroe s'affalent dans une chaise en métal usé, l'écran holo clignotant devant lui exhibant le décret impérial. Les mots flottent dans l'air, audacieux et téméraires. La princesse Zarian cherche un prétendant de n'importe quelle espèce, de n'importe quel monde, de n'importe quel être qui ose prouver sa valeur et entrer dans les épreuves. La nouvelle s'est déjà répandue rapidement dans l'espace humain, mais la plupart se moquent de cette idée, aucun humain n'a jamais été à l'égal de l'élite galactique, et peu croient encore qu'un jour quelqu'un pourrait capturer le cœur d'une princesse Zarian. Elias diffère de la majorité de l'humanité. Alors que les autres acquiescent à la position de l'humanité au nadir de la société galactique, il refuse fermement de se soumettre. Il se souvient de chaque affront, de chaque instance où les humains ont été jugés faibles, régressifs et primitifs. Depuis des années, la Terre et ses colonies ont tenté de gagner le respect, mais n'ont cessé d'être ignorées. Cependant, il perçoit maintenant une opportunité, un défi que personne ne croit qu'un humain puisse conquérir, et c'est précisément pour cette raison qu'il est déterminé à l'essayer. La porte de la salle de commandement s'ouvre, et le lieutenant Kara Vasquez entre, ses cheveux noirs attachés et son regard perçant et dubitatif comme d'habitude. En observant l'écran holo, elle secoue la tête, anticipant pleinement les pensées d'Ila. « Vous ne pouvez pas être sérieux, capitaine, remarque-t-elle en parlant d'Uzar. Les Yans choisiraient de laisser un trou noir dévorer leur empire plutôt que d'accepter un humain comme le compagnon de leur princesse. Desbleuas sourit en coin, se penchant en avant avec une lueur familière de rébellion dans le regard, fournissant une justification supplémentaire à leurs actions. Kara croise les bras, vous êtes conscient du résultat. Ils vous rabaisseront, vous utilisant comme un compte d'avertissement pour chaque espèce inférieure à eux. Quand ils auront terminé, tu resteras insignifiant à leurs yeux, juste un autre humain. Elias se lève, sa voix basse et stable. C'est leur perception, car personne ne leur a jamais démontré le véritable potentiel de l'humanité. À travers la galaxie, les êtres les plus redoutables se préparent aux épreuves des seigneurs de guerre. Des universitaires possédant des intelligences semblables à celles des robots, des entités conçues pour la perfection. Les vaisseaux spatiaux accélèrent vers la capitale Zarian, chacun de plus en plus sophistiqué et létal. Cependant, tandis qu'ils affichent leur puissance, Ela adopte une approche différente, là où ils dépendent de la technologie et de la supériorité génétique, ils s'appuient sur les forces humaines essentielles de l'adaptabilité et de la détermination. Le voyage vers la planète natale des Ariens est long et chargé de tension, le cockpit résonnant du rythme régulier des moteurs alors que la capitale royale apparaît à l'horizon. Une vaste métropole de tours cristallines et de dômes dorés surélevés au-dessus d'un océan céleste à l'entrée de son vaisseau en orbite, des fonctionnaires ariens le contactent, leur ton froid et arrogant alors qu'ils authentifient son identification avec un mépris à peine voilé à un humain, Sutor, le premier de l'histoire enregistrée. Lorsqu'AYA entre dans la grande salle du palais, la température chute parmi les assemblés. Nobles, figures imposantes vêtues d'armures dorées et de soie resplendissantes, se retournent collectivement pour regarder. Les murmures commencent dès qu'un humain perçoit l'arrogance de l'indifférence. Kera observe depuis sa position, son expression méticuleusement neutre, mais quelque chose dans son regard perçant s'attarde sur lui plus longtemps que de raison. Elle a rencontré d'innombrables prétendants, mais aucun ne s'est comporté comme cet humain. Il ne s'incline pas comme les autres, au lieu de cela, il croise son regard, sa voix perçant le vacarme de la dérision. Je suis le capitaine Ala Monroe du cours expéditionnaire Terran, ici pour transmettre le message de manière claire, dépouillé des ornements oratoires employés par les autres, et sans le poids historique des anciennes dynasties. Pour des raisons inexplicables à Kera, elle ressent un sentiment d'intrigue. La voix de l'empereur résonne depuis son trône, exhalant l'arrogance d'une espèce à peine évoluée au-delà de leur planète d'origine. Vous échouerez, humains, comme tous les autres ont échoué, et quand vous le ferez, votre peuple reconnaîtra sa position légitime. AS est inflexible, j'ai enduré des défis plus grands que les vôtres et je continue de persévérer.
À mon succès, la galaxie reconnaîtra que l'humanité ne peut être négligée. Les lèvres de Kera tremblent au coin, suggérant un sourire potentiel pour la première fois depuis le début des épreuves. Elle est intriguée par les événements à venir, tandis que les autres voient un fou, elle reconnaît un individu qui défie leurs conventions. Dans un royaume caractérisé par la prévisibilité, cette qualité le rend dangereux et peut-être digne de son attention. L'épreuve inaugurale commence sous les soleils jumeaux ardents de l'arène Zarian, un colossal colisée taillé dans l'obsidienne et orné de champs de force radieux. Des milliers de nobles et de spectateurs se rassemblent, leur voix un murmure continu d'anticipation et de mépris alors que les concurrents se rangent devant la figure imposante du maître des épreuves. Chaque participant doit vaincre un challenger sélectionné par l'Empire, servant de test de force, de vitesse et de résilience. L'échec entraîne une disqualification automatique, et pour l'humanité, cela signifie une honte à l'échelle cosmique. Elias se tient à l'extrémité de la ligne, son corps plus petit et moins imposant que les autres. À sa gauche, un drêne imposant avec des muscles comme des câbles d'acier fléchit ses griffes. À sa droite, un VTH amélioré cybernétiquement ajuste les lames de plasma incrustées dans ses bras. Un VTH amélioré cybernétiquement ajuste les lames de plasma incrustées dans ses bras. Elias pivote au dernier moment, évitant son attaque. Plutôt que de l'affronter directement, il observe méticuleusement chaque mouvement et changement dans son équilibre. Pendant que les autres tentent de surmonter la machine, il cherche des vulnérabilités. Quand le sentinelle se jette à nouveau, il se baisse, saisissant un éclat d'armure brisé du sol de l'arène et le plongeant dans une articulation exposée. Tombe sur l'arène, personne ne bouge, personne ne respire, un humain a fait ce que personne n'attendait. Il a gagné. Kura se lève lentement, son cœur tambourinant contre ses côtes. L'autre combinaison a compté sur leur biologie supérieure ou leur technologie avancée, mais cet humain a gagné grâce à sa créativité et son adaptabilité, quelque chose que aucune autre espèce ne semble apprécier. Le visage de son père est un masque de froideur alors qu'il s'adresse à Elias. Tu es encore debout, humain, mais tu ne survivras pas à l'épreuve suivante. Et la croise le regard de l'empereur. UNF, sans fléchir, sa voix ferme et claire: je ne suis pas venu ici pour survivre, je suis venu ici pour gagner. Kera ressent quelque chose se réveiller en elle pour la première fois de sa vie, elle se demande si peut-être la seule chose qu'elle a cherchée n'est pas le pouvoir ou la perfection, mais quelqu'un qui refuse de céder, peu importe les circonstances. La deuxième épreuve se déroule dans la salle de l'éternité d'un vaste labyrinthe caché profondément sous le palais Zarian. Ses murs se déplacent et pulsent avec une énergie ancienne, un relique d'une époque où l'Empire était jeune et cherchait encore la connaissance du pouvoir. L'épreuve n'est pas de force mais d'intellect et de résolution de problèmes. Beaucoup de prétendants craignent ce défi, le labyrinthe est conçu pour briser même les esprits les plus aigus et ceux qui échouent peuvent ne jamais trouver leur chemin de sortie. Elias se tient à l'entrée, ses muscles encore endoloris par la bataille avec le sentinelle, mais son esprit aiguisé et concentré. Descendance royale féminine, ceux qui se perdent seront éternellement oubliés. D'un geste, la porte s'ouvre, révélant un couloir tourbillonnant de lumière argentée, sans hésitation. AS avance alors que d'autres s'accrochent à leur fierté ou leur arrogance, il avance avec détermination, car l'échec n'est pas une alternative. La chambre initiale est un labyrinthe de murs mouvants, chaque tournant obstruant une autre voie derrière lui, empêchant ainsi son évasion. L'air est chargé d'électricité alors que des illusions holographiques se matérialisent, déconcertant ceux qui dépendent excessivement de leur sens. Le rêveur brut avance de manière forcée, activant accidentellement un piège qui le fige dans la stase, tandis que le VTH utilise ses organes cérébraux pour analyser les motifs. Néanmoins, la complexité labyrinthique dépasse même son intellect avancé. Elias navigue de manière distinctive, il ne cherche ni à dominer le labyrinthe ni à le surpasser. Plutôt, il examine méticuleusement ses réponses, notant les changements subtils de lumière et de son au fur et à mesure qu'il progresse dans une direction. Lorsque la porte se ferme derrière lui, il reste calme, écoutant attentivement et détectant une vibration subtile sous ses pieds.
En suivant la source, il découvre une plaque de pression dissimulée que les autres avaient négligée. Un nouveau chemin se déploie devant lui dans la deuxième chambre, où les murs sont ornés de marques sites anciennes, chacune émettant une étrange luminescence bleue. Une énigme destinée à évaluer les connaissances historiques, cependant, elle n'est pas contrainte par la langue, car la cognition humaine transcende la pensée rigide. Là où d'autres perçoivent des obstacles, il discerne des motifs. Il examine les runes, identifiant des ressemblances avec les langues terrestres, et assemble des symboles qui correspondent aux constantes universelles. En entrant la séquence correcte, les pièces. Un changement se produit, révélant une porte. Kera observe l'épreuve depuis la chambre d'observation, son cœur s'emballant à chaque pas qu'Elias fait. Elle a vu d'innombrables suitors entreprendre cette épreuve, tous s'appuyant sur un pur intellect ou une technologie avancée, aucun n'y est abordé avec un esprit aussi malléable, si prêt à s'adapter là où les autres échouent. Pour la première fois de sa vie, elle éprouve une lueur d'espoir que quelqu'un puisse vraiment comprendre le genre d'intellect et de compassion qu'elle désire. La chambre ultime est la plus périlleuse, avec un vide infini s'étendant devant lui, comportant des plateformes flottantes qui se déplacent de manière imprévisible. Le seul chemin à suivre consiste à anticiper les mouvements et à traverser sans succomber à l'abîme. Le Vert faiblit en s'appuyant trop sur ses processus neuronaux, qui sont incapables de déchiffrer le chaos. Inversement, Ella adopte une stratégie alternative, il s'abstient de prédire chaque mouvement et se concentre plutôt sur le rythme, percevant le schéma sous-jacent au milieu du chaos. Il fait confiance à ses instincts et saute sans hésitation. Finalement, d'un saut décisif, il atteint le cœur du labyrinthe, un cristal flottant irradiant une énergie ancienne. Il pose sa main dessus, provoquant la dissolution du labyrinthe autour de lui et le ramenant dans la grande salle. Quiescence, il s'effondre alors qu'il se tient devant l'empereur et la cour, le premier humain à jamais atteindre la chaleur. Serra se lève de son siège, sa voix ferme malgré son cœur qui bat la chamade. Vous avez réussi la deuxième épreuve, humain, mais le dernier test révélera votre véritable valeur. Ella soutient son regard avec une détermination inébranlable. Quoi qu'il arrive ensuite, princesse, je l'affronterai, et je ne faillirai pas. Pour la première fois, Serra se demande si cet humain n'est pas simplement un autre prétendant, mais la solution qu'elle cherchait depuis tout ce temps. La troisième et dernière épreuve est l'épreuve du cœur, un test non de force ou d'intellect, mais de loyauté, de compassion et de sacrifice. Dans l'Empire Zarian, où le pouvoir et la logique dominent, ces qualités sont perçues comme des faiblesses. Les nobles observant depuis la grande salle anticipent l'échec des prétendants, car aucune entité poursuivant le pouvoir ne privilégierait la vie d'autrui par rapport à la sienne. Néanmoins, cette épreuve déterminera tout. Elias se tient avec les prétendants restants dans une vaste chambre d'obsidienne polie, l'atmosphère chargée d'une énergie invisible alors que le maître des épreuves lève son bâton, signalant le début de l'épreuve finale. Chaque participant doit faire face à un choix, se sauver et assurer la victoire ou protéger un autre à un coût significatif. Seuls ceux qui démontrent un cœur digne prévaudront. Alors qu'il se tient aux côtés de la princesse, le sol sous leurs pieds se déplace et s'illumine, révélant des portails scintillants qui attirent chaque concurrent dans leurs simulations respectives. Quand Allah ouvre les yeux, il se retrouve dans une terre désolée, le ciel est obscurci par des nuages d'orage sombres, avec des éclairs ébranlant l'horizon. Au loin, il aperçoit un avant-poste de colonie en ruine, de la fumée s'élevant de ses décombres à mesure qu'il avance. Un cri d'angoisse d'enfant perce le vent, urgent et frénétique, son cœur s'emballe, conscient que ce n'est pas une simple épreuve mais une tentative délibérée de le briser. Il découvre l'enfant piégé sous les décombres, sa frêle silhouette tremblante alors que les flammes s'approchent. La voix du maître des épreuves résonne dans ses pensées, tu peux l'abandonner et t'échapper avant que la tempête ne t'engloutisse, ou la sauver et affronter les conséquences de ta décision. Le vent hurle alors que le temps s'écoule, la décision rationnelle est évidente. Les autres prétendants ne faibliraient pas dans leur départ, mais Ella reste résolue.
il s'agenouille et commence à soulever les débris, le fardeau écrasant chaque muscle de son corps. Malgré la douleur brûlante, il persévère, serrant les dents en sauvant un enfant, la tenant fermement contre sa poitrine. Avec l'orage qui approche, le sol sous lui se fissure et se brise, révélant une issue lumineuse à la fois étroite et précaire. Alors qu'il navigue sur ce chemin traître, la foudre frappe de manière alarmante, incinérant la terre, tandis que le design mortel de l'épreuve complote contre lui. Elias avance sans peur, chaque pas défiant l'instinct de survie. Lorsque le dernier tremblement de terre fracture la terre sous ses pieds, il sécurise l'enfant sur un sol stable avant que le précipice ne s'effondre, le plongeant dans l'abîme. Pourtant, il reste silencieux, sans regret pour sa décision, car l'humanité a toujours été caractérisée par la volonté de protéger les autres, quel que soit le sacrifice impliqué dans la grande salle. Kura observe les simulations alors que les autres prétendants choisissent la préservation de soi, laissant l'innocence à son destin. Cependant, l'image d'Elias dure plus longtemps que les autres. À la fin de sa simulation, le portail réapparaît, et à l'étonnement de toute la cour, il apparaît, meurtri et ensanglanté mais vivant, avec l'enfant dans ses bras. Les nobles éclatent de disbelief, aucun individu dans l'histoire de l'Empire n'a jamais réussi à naviguer l'épreuve du cœur de cette manière. L'empereur se lève de son trône, sa voix froide et chargée de jugement, « Vous avez réussi les épreuves, humains, mais votre compassion est une faiblesse, et le sacrifice est une faiblesse. Aucun Arian n'estimerait jamais de telles qualités. » Elias avance, son corps en douleur mais sa voix reste résolue. Peut-être est-ce pourquoi personne d'autre n'est jugé digne, affirme-t-il, car la véritable force n'est pas seulement le pouvoir, c'est la conscience de qu'en défendre autrui, même au prix de tout. Toute l'assemblée tombe dans un silence stupéfait. Le cœur de Kera s'emballe dans sa poitrine. Pendant des années, elle a attendu quelqu'un qui verrait au-delà de l'obsession de l'Empire pour la domination, et pour la première fois, elle le voit devant elle, non pas dans le plus fort, non pas dans le plus intelligent, mais dans un humain qui a refusé d'abandonner une vie que les autres jugeaient indigne d'être sauvée. Sans attendre la permission, elle descend du gaz, ses yeux émeraudes fixés sur Elias alors qu'elle se tient devant lui, toute la cour regardant avec incrédulité. Elle parle avec une conviction tranquille. « Tu n'es pas un imbécile capitaine à la Monroe, vous êtes le seul qui s'est montré digne. » Sa main atteint ses doigts s'entrelacent avec les siens dans un geste qui secoue les fondations même de l'Empire. La fureur de l'empereur est palpable mais Kera ne faiblit pas pour la première fois de sa vie. Elle a choisi et elle ne sera pas défaite. Elle lève la tête rencontrant le regard de l'empereur sans peur. Je vaux. US et dit que je n'étais pas venu ici pour survivre, je suis venu ici pour gagner et maintenant, debout aux côtés de la princesse, il sait qu'il a déjà gagné. La grande salle tremble de tension alors que la princesse Kalra se tient aux côtés du capitaine à la Monroe, sa main toujours enlacée dans la sienne. Les nobles regardent avec une incrédulité manifeste les idéaux parfaits ariens dévastés par l'individu qui a contrecarré toutes les attentes. Des murmures, les voix résonnaient dans la salle, certaines exprimant de l'indignation tandis que d'autres manifestaient une appréciation hésitante. Néanmoins, personne n'osait s'opposer à la décision de la princesse, pas encore, sous le regard scrutateur du regard doré de l'empereur. Flamme de fureur descend de son trône, sa silhouette imposante projetant une longue ombre sur Ila. Vous croyez que supporter ces épreuves vous rend digne, il rugit, sa voix résonnant comme le tonnerre dans toute la salle. Vous êtes insignifiant, votre espèce est sans importance, vous n'avez pas votre place ici. Cependant, Ila reste imperturbable, ayant affronté la mort et des adversaires qui l'ont sous-estimé, prouvant constamment qu'ils avaient tort. Je ne suis pas venu ici pour me valider devant vous, affirme Ila, sa voix inébranlable. Je suis venu démontrer à la galaxie que les humains ne sont pas faibles, et je suis venu parce que votre fille mérite un champion qui se battra pour elle, non pas seulement pour le pouvoir, mais parce qu'elle est inestimable. Le cœur de Kera s'emballe dans sa poitrine, aucun prétendant n'a jamais osé s'adresser à son père de cette manière. Pourtant, elle ne ressent pas la peur, au contraire, elle éprouve autre chose, quelque chose de rare et de puissant, l'espoir. Pendant des années,
elle a observé des guerriers au cœur froid et des nobles arrogants défiler devant elle, mais personne ne l'a jamais considérée comme autre chose qu'un prix à gagner jusqu'à maintenant, jusqu'à lui. Les boucles méprisantes de l'émotion de l'empereur te détruiront. Il affirme, la galaxie ne montre aucune pitié aux faibles en dirigeant son attention vers Serra. Sa voix descend à un murmure périlleux, vous sacrifieriez l'avenir de l'Empire pour cet être délicat, cet humain qui faiblirait à la première rencontre avec un véritable adversaire. Pourtant, Kera relève le menton. Sa voix, claire et défiante, transmet que la véritable force transcende la simple puissance physique, elle réside dans la reconnaissance de ce qui vaut la peine d'être défendu. Le père de Pala a démontré une compréhension profonde de ce principe, surpassant quiconque présent. La cour est enveloppée d'un silence stupéfait, car personne n'a jamais défié ouvertement l'empereur, pas même sa propre fille. La gravité de ces paroles reste palpable, et Elias sent le péril imminent. Il rumine, mais n'éprouve aucun regret, conscient de l'importance de ce moment, non seulement pour lui-même mais pour l'humanité à travers toute la galaxie. Le regard de l'empereur s'affûte. Tu oses me défier? Alors, était ta revendication. Si l'humain endure le dernier rite, je permettrai votre décision. S'il faillit, il périt, et tu épouseras le prétendant de ma sélection, le gaz du noble. Aucun étranger n'a jamais affronté le rite ultime et survécu, c'est une épreuve réservée exclusivement aux guerriers ariens les plus redoutables. Une confrontation qui évalue non seulement la compétence mais aussi la détermination à endurer face à des défis insurmontables. Elias avance résolument, déclarant le défi d'une voix aussi inflexible que l'acier. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour reculer. L'empereur sourit, mais son expression manque de chaleur, incarnant l'assurance glaciale que l'humain succombera au vide, une confrontation contre l'abîme. Une monstruosité, connue sous le nom de la bête, est engendrée dans l'obscurité de l'espace, conçue pour dévorer toutes les formes de vie. Seul celui capable de le vaincre est jugé digne de se tenir aux côtés de la princesse Kera, alors que son souffle est emprisonné par le vide. La bête est un cauchemar redoutable, ayant ôté la vie même aux plus puissants guerriers. Néanmoins, elle ne perçoit aucune peur dans les yeux d'Elias. Le feu intense et inflexible qui l'a propulsée jusqu'ici, elle s'approche, sa voix à la fois douce et résolue. Vous n'avez pas besoin de continuer ainsi, implore-t-elle. Il croise son regard, et en cet instant, tout le reste se dissipe. Je m'engage dans Kera parce que tu le mérites, la reine sera prête dans l'heure. L'atmosphère vibre d'une énergie mortelle alors que le champ de confinement s'active, libérant le néant. La bête, une entité grotesque avec des membres noirs dentelés et des yeux qui brillent comme des étoiles mourantes, suscite un délice sauvage chez la foule, qui attend avec impatience le démembrement de l'humain. Cependant, il garde son calme, chaque nerf de son corps à l'écoute, chaque instinct aiguisé. La bête se jette, ses griffes fendillent en l'air, mais Elias est plus rapide, ses réflexes humains, affinés par des années de combat, lui permettent d'esquiver, se tordant sous l'assaut de la créature. Alors que d'autres dépendent de la force brute, il utilise une analyse stratégique pour identifier les faiblesses et observer les motifs, car les humains excellent dans l'adaptation, l'endurance et la survie. Alors que Kero l'observe manœuvrer avec précision, une nouvelle réalisation se fait jour. Cet individu n'est pas simplement un combattant, il pourrait être le catalyseur d'un changement transformateur dans le vide. La bête rugit, sa forme colossale faisant trembler l'arène alors qu'elle se précipite vers Elias, ses mâchoires claquant avec un cri perçant. Chaque pas résonne dans la chambre, instillant la peur chez les nobles et les spectateurs observants. Néanmoins, Elias reste résolu, chaque muscle tendu, son esprit en ébullition alors qu'il surveille les mouvements de la créature, sa vitesse monstrueuse et ses attaques erratiques. Ses sens sont aiguisés par la férocité du combat, mais il comprend qu'il ne peut pas le vaincre uniquement par la force brute. Les griffes de la bête du vide se précipitent à nouveau, mais Ella évite l'attaque, roulant sur le côté avec une rapidité qui l'étonne même lui.
Les yeux luminescents de la créature surveillent chacun de ses mouvements pendant qu'elle recalibre sa stratégie, néanmoins, elle reste calme, observant patiemment une opportunité. Chaque respiration est mesurée, chaque battement de cœur synchronisé avec le rythme de la bataille. Kero observe depuis la chambre d'observation, les yeux écarquillés d'un mélange d'admiration et de crainte. Elle a vu de nombreux guerriers affronter la bête du vide, mais jamais aucun ne s'est engagé avec elle de cette manière, ni n'a montré la détermination qu'elle la démontre. La tension est évidente sur son visage, la sueur coule sur son front, mais la ferveur en lui est indéniable. La conviction inébranlable qu'il peut triompher persiste lorsque la bête se précipite à nouveau, émettant un rugissement profond, pourtant, il anticipe sa manœuvre avec son corps. Juste à temps pour éviter l'assaut, la bête du vide s'écrase au sol avec une force suffisante pour générer des ondes de choc à travers toute l'arène. Cependant, Elias est déjà en mouvement, il identifie une vulnérabilité dans la peau blindée de la créature, une petite ouverture près de sa cage thoracique, compromise lors de précédentes confrontations. Sans hésitation, il se lance en avant, réduisant la distance avec une vitesse sans précédent. Alors que la bête du vide pivote pour l'affronter, ses griffes prêtes à frapper sa poitrine, Elias esquive habilement, évitant de justesse le coup mortel. À cet instant, il plonge un éclat rugueux de débris d'arène brisé dans le point faible exposé de la bête. La créature pousse un hurlement d'agonie, son corps colossal se débat alors qu'Elias lutte pour maintenir son emprise sur l'arme. Le champ d'énergie entourant l'arène scintille avec la férocité du conflit, des étincelles jaillissant de la peau de la bête alors que ses mouvements deviennent de plus en plus erratiques et désespérés. La foule observe en silence, stupéfaite, jamais personne n'a approché du bord de la défaite de la bête du vide, et pourtant, ici se tient une personne possédant sa propre vie. Dans ses mains, les cris de la bête éclatent à nouveau, mais Elias s'y avance avec une précision maîtrisée, intensifiant l'assaut. Il plonge plus profondément dans la fente avec toute sa puissance restante, traînant les débris acérés plus loin dans la plaie alors que les grognements de la créature se transforment en cris d'agonie. Le cœur de Serra rate un battement alors qu'elle observe l'improbable se dérouler sous ses yeux dans le vide. La forme de Beast commence à trembler, ses membres se contractant de manière erratique jusqu'à ce qu'il s'effondre sur le sol de l'arène, son corps gigantesque tremblant violemment tandis qu'Aes dégage les décombres et s'éloigne. La bataille est terminée, la bête est morte. Le silence qui s'ensuit est écrasant, personne ne bouge, personne ne prononce un mot. Les nobles regardent avec une admiration stupéfaite l'humain positionné parmi les débris de la bête du vide, son sang sifflant sur le sol de l'arène, tandis que le souffle d'Elias est palpable. Son corps, meurtri et abîmé, reste debout et vivant. Pour la première fois, la cour Ariane ne le perçoit pas comme un faible ou un étranger, mais comme un guerrier digne de leur respect. Kera descend de l'estrade, ses jambes tremblantes alors qu'elle s'approche de lui, le cœur battant. Elle tend la main, la posant sur son bras, la chaleur de son toucher l'ancre alors qu'elle lève les yeux vers lui, sa voix à peine un murmure, « Tu l'as fait, Elias. » Il se tourne vers elle, ses yeux empreints d'une intensité silencieuse. « Je vous ai informé que le visage de l'empereur est un masque de rage et d'incrédulité. » Il avance, ses yeux dorés dirigés vers Elias avec mépris. Tu as accompli l'impossible, humain, mais tu restes inférieur. Tu n'appartiendras jamais vraiment ici. Elias relève le menton, soutenant le regard de l'empereur sans fléchir. Vous vous trompez, affirme-t-il, sa voix résolue et inébranlable. J'ai démontré que les gens ne sont inférieurs à personne, et j'ai assuré ma place à ses côtés. L'empereur ricane, tu as peut-être triomphé des épreuves, mais il ne gouvernera jamais cet empire, et la couronne ne t'appartiendra jamais. Elias regarde Kera, son cœur débordant de conviction, je n'ai pas besoin de la couronne pour gouverner. Les yeux de Kera s'adoucissent alors qu'elle cherche son regard. Sans prononcer un mot, elle prend sa main,
et en cet instant, la cour se tait alors que la princesse de l'Empire Zarian choisit le capitaine humain qui a défié les probabilités et a démontré que même dans une galaxie dominée par le pouvoir et la conquête, le cœur d'un guerrier peut triompher. Ce faisant, elle change tout de manière irrévocable, et la grande salle est enveloppée d'une atmosphère troublante. Kalra se tient immobile à côté d'Elias, sa main dans la sienne, tandis que les nobles observent avec des expressions d'étonnement, leur incrédulité palpable. L'empereur reste figé, son visage un masque de fureur intense, mais Elias ne fléchit pas, il reste aux côtés de Kalra, conscient que ce moment façonnera irrévocablement leur destin, quelles qu'en soient les conséquences. Kera s'adressa à son père d'un ton calme mais résolu. J'ai pris ma décision, je ne me marierai pas pour le pouvoir, ni ne serai contrainte à un mariage qui ne profite qu'à l'Empire. J'ai choisi Aes, il est mon égal et mon partenaire. Mes mots résonnent comme une déclaration de guerre, provoquant un tumulte à la cour, une tempête de murmures sans suite. Les nobles crient, certains de fureur et d'autres d'incrédulité, bien que personne ne puisse contester la gravité de sa décision. Le visage de l'empereur est un masque de rage alors qu'il avance, ses yeux embrasés de fureur. Il contemple l'avenir de l'Empire, sa voix tremblante d'indignation alors qu'il déclare « Tu es un imbécile ». Serra, aucun empire ne peut perdurer s'il est gouverné par la sentimentalité. Le trône Zarian est dépourvu d'émotion, il incarne la puissance et la force. Et la fixe l'empereur, ses mots bas mais inébranlables. Si la force nécessite le sacrifice de notre humanité, je préférerais me tenir aux côtés de Ser-Error plutôt que de gouverner n'importe quel empire. Les yeux de l'empereur se plissent de mépris, mais il reste silencieux. L'emprise de K sur Elias se resserre, ces mots lui instillant un sentiment de fierté sans précédent, cet humain lui avait révélé une force redoutable. Au-delà de toute arme ou titre, il a démontré une forme de leadership qui privilégie la compassion à la conquête. Pour la première fois de sa vie, elle se sent véritablement reconnue. La tension dans la salle s'intensifie alors que les nobles attendent un signe de l'empereur, anticipant sa réaction pour affirmer son autorité et réprimer la rébellion déclenchée par sa fille. Cependant, l'empereur reste immobile, son regard fixé sur Elias. Un silence inconfortable s'ensuit, le poids du moment palpable. Puis, les lèvres de l'empereur se tordent en un sourire amer. « Tu l'as choisi, Kera. » « Très bien. Mais souviens-toi de ceci, déclare-t-il, sa voix froide et inflexible, il y aura des conséquences. Il y aura toujours des conséquences pour défier la volonté de l'Empire. » Kalra ne faiblit pas, sa voix reste résolue. « Je suis prête à affronter tous les défis, je choisis Elias et le soutiendrai sans faille. » Le regard de l'empereur se pose un instant sur Elias avant qu'il ne se tourne et ne retourne à son trône, s'asseyant lentement avec une expression impénétrable. Vous croyez posséder un humain, mais vous n'avez montré que votre folie, l'Empire ne vous embrassera jamais, et lorsque le moment arrivera, vous réaliserez l'étendue de votre idéalisme mal orienté. Kara le regarde, ses yeux vifs et résolus. Je n'ai pas peur, père. L'Empire se transformera, que vous l'acceptiez ou non. Les nobles restent silencieux, leurs yeux se déplaçant nerveusement entre l'empereur et la princesse. Certains échangent des regards, semblant remettre en question la voie à suivre, tandis que d'autres attendent l'ordre de l'empereur. Cependant, la voix de Kara perce le silence. Nous reconstruirons l'Empire, proclame-t-elle, sa voix résonnant clairement. Nous forgerons un avenir où la compassion et la force coexistent, où le leadership est défini par nos choix plutôt que par notre pouvoir. Elias se tient à ses côtés, une présence inébranlable au milieu du tumulte. Il a lutté pour ce moment, pour la liberté de Kara de déterminer son propre avenir, et maintenant il se battra pour l'avenir qu'ils créeront ensemble, un avenir où l'esprit de l'humanité pourra se tenir fièrement aux côtés de la puissance de l'Empire zérien. L'empereur reste silencieux, les poings serrés, l'esprit tumultueux de fureur. Cependant, sous la colère se cache un sentiment plus profond, une graine de doute en pleine germination qui a pris racine en lui.
Peut-être que la vision de Kala n'est pas entièrement erronée, peut-être que l'Empire nécessite une transformation, peut-être qu'il a été gouverné uniquement par le pouvoir trop longtemps. Kalura se tourne vers Léas, le cœur débordant d'un profond dessein. Elle le regarde et sourit, un sourire qui rend tout le reste insignifiant. « Je te soutiendrai, déclare-t-elle, je me tiendrai à tes côtés dans ce nouvel empire, et nous le façonnerons ensemble. » Elias la regarde, le cœur débordant d'un amour intense et d'une détermination résolue. Alors qu'il répond, la cour observe en silence, et à cet instant, Khéra et Elias comprennent que leur voyage ne fait que commencer. Ils ont surmonté les obstacles, choisissant un chemin jugé improbable par les autres, et maintenant ils affronteront l'avenir uni, quels que soient les défis ou les sacrifices à venir. Ils sont conscients qu'ensemble, ils possèdent le pouvoir de tout transformer pour le mieux, modifiant irrévocablement la galaxie. Les jours qui suivent le choix de Kala sont caractérisés par l'incertitude alors qu'une cour d'Artienne lutte avec la transformation qui a eu lieu. La colère de l'empereur plane comme une tempête sur l'Empire, pourtant Khéra reste ferme aux côtés d'Elias, indifférente aux disputes des nobles ou à l'opposition qu'il rencontre, elle ne cédera pas. Elias comprend que le défi le plus redoutable ne réside pas dans l'endurance des épreuves ou la conquête du vide. La bête navigue dans le domaine complexe de la politique zariane et des intrigues de cour. L'Empire est fondé sur le pouvoir et le contrôle, et les nobles entourant l'empereur n'accepteront jamais sa présence ni comme prétendant, ni comme égal, mais comme un symbole du changement même qu'ils redoutent. Cependant, Khéra est résolue dans sa vision, elle rassemble ceux qui partagent ses croyances, des individus qui envisagent un départ des normes archaïques de l'Empire. Elle initie la formation d'un nouveau conseil qui privilégie la compassion, la stratégie et l'unité plutôt que la froide et insatiable soif de pouvoir qui a longtemps caractérisé les Artans. La résistance est formidable. L'empereur a envoyé ses espions pour surveiller chaque action et la cour. Elle travaille sans relâche pour contrecarrer les tentatives de Seri, mais avec un bail à ses côtés, elle reste ferme, il est son ancre. En tant que son défenseur et égal, il lui rappelle que leur voyage est ardu, mais que chaque défi en vaut la peine. Chaque jour, Kalra renforce son leadership, s'adressant à la population de l'Empire et tendant la main à ceux accablés par le système zarian. Elle écoute attentivement leurs doléances et leur assure qu'un nouvel ordre émergera, un ordre dans lequel leurs voix résonneront et leurs besoins seront satisfaits. Avec Elias, elle s'efforce d'unifier les factions disparates de l'Empire. Cependant, tous ne sont pas enclins à embrasser la vision de Kalra, certaines des familles les plus influentes de l'Empire résistent fermement à ses idéaux, percevant Elias comme la principale menace pour leur statut, leur pouvoir et leur mode de vie. Ils complotent dans le secret, déterminés à briser le lien entre Kalra et Elias. Un soir, alors qu'Elias et Kalra délibèrent sur leurs projets futurs, un messager arrive. Rapporte de graves nouvelles, une conspiration a été révélée, visant à les assassiner. Les nobles s'opposant à l'autorité de Kara deviennent de plus en plus désespérés, reconnaissant leur incapacité à la battre en justice, ce qui les pousse à prendre les choses en main. L'inclination initiale d'Elias est de protéger Khéra à tout prix, mais, elle refuse la protection et se battra à ses côtés, car ils forment un front uni. Ensemble, ils élaborent une stratégie pour confronter les conspirateurs avant qu'ils ne puissent agir. Les yeux de Keller brillent de détermination, elle a progressé trop loin pour laisser quoi que ce soit laminer. La nuit de la confrontation arrive, et l'atmosphère est chargée d'anxiété. Elias et Khéra parcourent les couloirs royaux avec agilité et discrétion, leur sens aiguisé alors qu'ils s'approchent de la chambre où les conspirateurs attendent. La pièce est faiblement éclairée et peuplée d'individus ombrageux, leurs yeux scintillant d'anticipation de la violence. Khéra avance, sa voix résolue, incitant Elias à saisir la poignée de son arme à ses côtés tandis que les conspirateurs rient moqueusement. « Vous croyez pouvoir changer l'Empire ?» se moque-t-il. Vous n'êtes qu'une princesse faible destinée à échouer comme les autres échecs de votre père. Pourtant, Khéra reste ferme, son regard perçant chaque conspirateur l'un après l'autre.
Nous ne faiblirons pas, affirme-t-elle. Nous nous élèverons collectivement, tout comme cet empire. Elias s'avance alors, sa voix tranchant l'atmosphère avec une clarté glaçante. Si vous nous percevez comme faibles, vous découvrirez bientôt l'essence de la véritable force.